à tous pour cette première intervention en live. On casse la glace. On est sur un beau plateau avec des belles personnes qui sont avec nous. Ils vont se présenter à vous. On espère que vous avez déjà proposé toutes vos questions, que vous êtes prêts. On va vous apprendre beaucoup de choses. On va parler immobilier, investissement. Vous le savez, l'immobilier est une richesse qui se crée avec le temps. Certains ont des stratégies qui leur permettent de pouvoir gagner de l'argent très rapidement. On va en parler. Tout le monde va se présenter un par un. Sachez que l'immobilier, c'est un pilier que l'on développe nous aussi très fortement, qui nous permet de nous enrichir en gros facilement. On demande de l'argent à la banque nous le prête, on investit, on fait rembourser des personnes à notre place, donc des locataires. À la fin, on est propriétaire. Donc on a juste été un intermédiaire qui nous a permis de pouvoir nous enrichir. Alors sur ce plateau, on va rejoindre donc deux couples, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne veux pas déjà créer des petits problèmes dans les invités. Et puis une personne, Julien et Émilie Malango. On va commencer par Julien, si tu peux te présenter à nous. Avec grand plaisir. Et du coup, bonjour à tout le monde. Du coup, Émilie et Julien Malengo. Nous, on est investisseurs immobiliers à la base, marchands de biens. On a une agence immobilier et également une entreprise de rénovation dans le bâtiment. On est plus dans le sud-est et dans le sud-ouest, mais on investit un peu partout en France. Alors ça s'entend, hein, je pense, au niveau de l'accent que vous êtes dans le sud par rapport à moi. Déjà, ça crée un petit décalage. Ok, donc à la fois dans l'opérationnel et à la fois dans la partie business. Oui, tout à fait. On a effectivement nos propres opérations. On en fait 2-3 par an depuis plus de 10 ans. Et après, on fait de la formation, de l'accompagnement et on fait investir nos clients aussi dans notre écosystème. Ok, très bien. Émilie ? Ben, J'imagine qu'il y a un rapport avec les activités de Julien, peut-être. Exactement. Donc, effectivement, on travaille. Mathieu le disait tout à l'heure en introduction. On a la chance de travailler en couple et de s'être lancé dans cette activité, du coup, sur un groupe qui a plusieurs synergies, toujours autour de l'immobilier, toujours dans l'idée de créer de la valeur, que ce soit sur le locatif pour aider aussi à l'accompagnement aux rénovations du parc locatif français et aussi pour accompagner nos clients qui rentrent chez nous, qui n'ont pas forcément les connaissances, les compétences, les accompagner dans cette montée en compétences et leur permettre à eux aussi de devenir investisseurs aguerris, éclairés et de pouvoir finalement enchaîner les opérations pour eux et en vivre tout simplement à terme. Voilà. Ok, très clair. On va passer par Gabin, si tu peux te présenter à nous également. Alors moi, Gabin, j'ai 32 ans, je suis franchisé de Rente Compagnie pour le secteur de la Charente-Maritime. Donc on a des villes phares comme La Rochelle, on a Rochefort, Saintes, on a aussi les lieux emblématiques comme l'île de Ré et l'île d'Oléron. Donc vraiment, nous, on va visiter des biens à titre gratuit. Le but, c'est de faire des travaux, que ce soit l'immeuble A, B ou C. On ne prend aucune com sur le bien en lui-même. On gagne sur les travaux, donc on marche avec vous sur les travaux. On vous accompagne, on vous sort tout un chiffrage, donc tout le devis, avec la plus-value latente, la rentabilité, le cash flow que vous aurez. Et par rapport à ça, nous, on vous rassure aussi, on a toutes les décennales donc, qui vont de la maçonnerie légère jusqu'à après l'ameublement, et on n'a pas par contre la couverture. Donc juste là-dessus, on sera en cogérance. Ok, super Gabin, merci beaucoup. Yann et Marine, on va commencer par Marine, honneur aux femmes. Marine, est-ce que tu peux te présenter ? Merci, bonjour à tous. Alors, donc je m'appelle Marine, je suis dans l'investissement immobilier depuis maintenant plusieurs années. On investit en couple avec Yann. En fait, notre objectif de départ, c'était de remplacer notre salaire avant 30 ans. Donc on avait une stratégie d'investissement à haut rendement. On a principalement misé notre attention sur l'investissement dans les immeubles de rapport, la location nue, meublée sur le long terme, mais aussi la location à courte durée, classique et atypique. Aujourd'hui, l'objectif est atteint. On gère un patrimoine d'une 40aine de lots, 7 immeubles. Et on accompagne aussi les personnes à faire de même, finalement, à investir dans l'immobilier de façon rentable. Donc on s'est principalement fait connaître sur les réseaux sociaux, via notre page Investir pour grandir, sur laquelle on partage notre expérience. Ok, excellent. Ça montre et ça prouve que rapidement, en fait, on peut obtenir des résultats. Oui. Des résultats très clairs. Et donc les réseaux vous ont aussi aidé pour grandir. Aussi, oui. Indirectement.
Ok, super. Bah, du coup, Yann, si tu peux. Elle a tout dit, je crois que c'est difficile de passer après ça, mais non, je crois que tu as tout dit. Hein. On a fait tout. Répéter, finalement. Ok. On fait tout ensemble, donc nickel. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci pour les personnes qui sont ici, donc en présentiel. On a en live, mais parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas connaître le temps breton et qui souhaitait plutôt être depuis chez lui. Ah ben je le vois. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est pas possible d'être aussi beau. On va accueillir mon ami Thomas Dardour. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, mon ami? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, au top, on t'entend super. Super. Eh ben, écoutez, moi, c'est Thomas Dardour. Je suis investisseur à titre personnel. On a investi dans un peu de tout, longue durée, courte durée, meublé, nu, local commercial. On a fait aussi de la construction de maisons individuelles. C'est drôle parce que je m'entends. Du coup, Tu peux le dire que tu étais en direct depuis expatrié. Ikea, là, Thomas. Hein. Tu peux le dire, on t'a grillé. Non, je suis en direct depuis notre pays d'expatriation, l'île Maurice, où on se fait spécialiser dans l'élevage de chèvres tropicales. C'est notre activité maintenant. Aujourd'hui, on aide les loueurs et les hôtes et les conciergeries à se professionnaliser dans le milieu de la location courte durée. Et du coup, on accompagne, on fait de la formation, de l'accompagnement, de la prestation de services autour de cette activité-là. Ok, super, merci Tom. Du coup, je vais vous poser plusieurs questions. Je vais commencer par Julien et Émilie, si vous le voulez bien. Beaucoup de personnes nous regardent et certains sont des spécialistes. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. On a la chance de faire quelques événements et puis quelques personnes viennent nous voir en nous disant voilà, j'aimerais investir en immobilier, mais j'hésite parce que si je fais du nu, je vais être mangé comme ça. Si je fais du meublé, Vous savez, ils sont tellement spécialisés, ils ont tellement tout vu, fait toutes les formations qu'à la fin, ils font rien. Hein. Il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être le spécialiste de tout. Et certains, du coup, essaient de chercher la perle rare, comme si elle existait. Alors qu'on le sait, c'est le marché de l'immobilier qui décide, un petit peu comme en bourse. Hein, ce sont les marchés qui décident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous évaluez rapidement des biens à fort potentiel ou donner quelques petits tips pour trouver des futures affaires qui pourraient l'être? La connaissance, c'est bien, ça a certaines limites. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc la base, comme tu l'as dit, c'est de se former et de connaître son marché, savoir à quel prix il faut acheter, savoir la rentabilité, les loyers qui vont rentrer, selon une stratégie qui a été définie à la base. Est-ce qu'on fait plutôt de la longue durée, de la courte durée? Dans quelle ville on va aller investir? Donc une fois qu'on a ce panel d'informations, ensuite il faut aller l'appliquer sur le terrain et se confronter à la réalité, au marché, ne pas être timide, jouer, faire des offres pour passer à l'action et ne pas attendre le projet idéal. C'est en prenant de l'expérience qu'on va s'améliorer et qu'on rectifiera des erreurs. Il y aura toujours des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Donc c'est ça qui est important, parce que c'est à partir de ce moment-là, on va faire du capital, on va faire du cash flow, on fera de la plus-value. Donc on va mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et se constituer une expérience. Donc il n'y a pas de projet idéal. Le tout, c'est d'avoir accès à l'information, comprendre de quoi on parle, définir une stratégie, s'y tenir, ne pas changer de cap et avancer. Super. Émilie, si je peux compléter, en fait, parce qu'on a beaucoup rencontré les spécialistes dont tu parles, et pour moi, c'est surtout les spécialistes de la peur. Ils ont peur de beaucoup de choses, en fait. Donc, effectivement, ils vont se renseigner sur des micro-sujets, fiscalité, etc. En fait, ils ont surtout peur de se lancer. C'est des peurs qui sont tout à fait fondées, entre guillemets, qui sont normales, sur lesquelles il va falloir passer outre. Notamment, on a beaucoup de gens qui ont peur, peut-être que c'était aussi votre cas, nous, ça a été notre cas forcément quand on démarre, peur de se tromper de bien. L'investissement immobilier, on ne va pas acheter une baguette de pain, c'est engageant. Peur du financement, est-ce que je vais ou pas obtenir mon financement? Avec tout ce que nous racontent aujourd'hui les médias qui entretient cette peur. Et une peur des travaux, évidemment. On a beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir, mais l'artisan, s'il me plante, qui s'en va, etc. Voilà, donc c'est aussi des gens qui ont beaucoup de peur sur lesquels il va falloir passer outre. Et comme le disait Julien, la seule façon de passer outre, c'est de se lancer. On a toujours peur des premières fois, et finalement, une fois qu'on fait un petit pas après l'autre, on va surmonter ces peurs et surtout voir que, elles étaient certes fondées, mais elles sont largement surmontables.
Ouais, mais tout ce qui est nouveau fait peur. Hein, il est clair que c'est facile à dire pour vous ou pour nous quand on est de l'autre côté de la barrière, parce que comme on l'a fait et quand on en est sorti, en plus quand vous êtes en couple, c'est toujours un petit peu plus facile parce qu'il y en a un pour rattraper, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont seules, qui se disent moi j'ai vraiment peur, quoi, j'ai vraiment les chocottes. Comment les rassurer, comment vous allez pouvoir parler également d'une plus-value peut-être qui pourrait être réalisée, que s'ils ne font pas une affaire tout de suite, ils vont pouvoir, en gardant le bien, se rattraper. Vous pouvez nous parler de cette plus-value latente de votre côté? C'est vrai que les gens, ils ont du mal, et nous, on le voit directement, c'est vrai que c'est ce premier bien, c'est toujours le plus compliqué, mais c'est aussi compréhensible parce que nous, on a eu aussi du mal pour le premier. On a dû faire au moins une quinzaine de visites. N'hésite pas à mettre le micro. Mais je disais que du coup, le premier bien, c'est toujours le plus important aussi parce que c'est un peu la carte de visite pour moi aussi qui prouve au banquier que tu sais investir. Donc c'est vrai que je peux comprendre aussi les gens qui ont du mal à passer à l'action. Mais finalement, moi j'ai toujours cette phrase-là en tête, c'est un con qui marche ira plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Et c'est un fait, parce que moi je le vois avec les personnes qu'on accompagne. Ceux qui ont le plus des résultats, c'est ceux à un moment donné qui se bougent, quoi. Et je le vois, ceux qui sont très intellectuels, scolaires, c'est pas ceux qui ont le plus de résultats. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc effectivement, il ne faut pas se poser trop de questions non plus. Bien évidemment, en termes de probabilité, tu as moins de chances de te tromper quand tu es formé, que tu as les connaissances. Mais à un moment donné, il faut bouger quand tu vois qu'en termes de probabilité, c'est mathématique finalement l'immobilier. Si tu vois que tu achètes 100 000 mais que ton bien il en vaut 150 000, à un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas se poser 36 000 questions. Alors, on parle des zones à fort potentiel ou non. Vous conseillez aux personnes qui, par exemple, quelqu'un qui est né à Paris, qui vit à Paris, forcément, il n'aura pas la même chance que quelqu'un qui va être en province. Vous conseillez aux personnes d'aller investir assez loin de chez eux pour retrouver de la rentabilité? Tout dépend, c'est pour ça, c'est l'objectif. En fait, il faut regarder déjà ton objectif. Et la plupart des gens, dès le début, ils se trompent sur l'étude de marché. C'est que si tu veux remplacer ton salaire, avoir des compléments de revenus tout de suite et pas dans X années, forcément, va falloir viser déjà au bon endroit. Et la plupart des gens, généralement, ils cherchent de l'eau dans le désert ou alors ils cherchent dans des villes qui ne sont pas adaptées. Si tu cherches à remplacer un salaire, il faut forcément aller viser des villes avec un prix au mètre carré qui est relativement intéressant, qui est à au moins 10 000 habitants, 50% des gens qui sont locataires, que la démographie ne descend pas trop, qu'il y a une gare, une école. Voilà, il faut faire une bonne étude de marché, mais il y a un juste milieu finalement. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Notre premier immeuble, on a investi dans une ville avec moins de 10 000 habitants. Il y a des gens qui nous disaient que c'était le trou du cul du monde, mais non, parce qu'on a fait l'étude de marché derrière. Premier immeuble, premier achat, super compliqué. On s'est lancé, on a eu du mal. D'ailleurs, c'est toi qui m'as un petit peu forcé au début. C'était le syndrome de la perfection, le problème. Mais concrètement, pour parler de cet immeuble, c'est un immeuble qu'on a acheté 65 000 €, un immeuble de 3 lots. Le but, c'était de le transformer en 4 lots. On a fait 100 000 € de travaux, donc une revenu à 165 000 €. On l'a revendu là, il y a 1 an et quelques à 349 000 €, donc une plus-value de plus de 100%, rentabilité de 14% en location classique à l'année. Et finalement, on a réussi à... Et je ne pense pas que ça, on aurait pu le faire dans une grande ville. Est-ce qu'en 1 an et quelques, on aurait pu avoir une plus-value aussi énorme et une rentabilité pareille? Non. Et c'est ce qui nous a permis après de décoller et de passer sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. Mais même dans... je m'éloigne du sujet, mais concrètement, même dans des villes finalement qui ne sont pas des grandes villes, s'il y a un juste milieu, tu peux réussir à, par rapport à ton objectif d'avoir des compléments de revenus tout de suite et y arriver finalement. Marine, comment tu justifies le fait qu'en pleine campagne, il va y avoir de la demande locative? Tu t'appuies sur quelque chose ou tu te dis non, mais forcément les grandes villes vont venir sur cette petite ville? Comment? Parce que finalement, c'est toi qui as poussé un peu Eliane à investir dans cet immeuble. Quel a été t'as pas eu de frein en fait? Tu t'es dit mais c'est bon, il y aura de la demande, tu as fait des annonces tests, comment ça s'est passé? Oui, en fait, nous, au départ, on avait déterminé, comme disait Yann, on a déterminé une étude de marché qui nous permettait de cibler les bonnes villes. Des villes à fort potentiel de plus-value, comme tu disais tout à l'heure. Notamment, il y a certains critères, en fait, et moi, c'est ces critères qui m'ont rassurée. Je me suis dit, au bout d'un moment, une fois qu'on sait qu'on a coché les cases, il faut y aller aussi. Le passage à l'action, c'est juste une étape plus psychologique, je dirais. Au niveau des critères, ça a été, par exemple, effectivement, comme disait Yann, le nombre d'habitants dans la ville. On ciblait des villes à peu près en moyenne avec 10 000 habitants. La démographie également. Est-ce qu'il y a une population qui augmente? Est-ce qu'il y a plus de jeunes actifs, des familles? Donc de la demande sur le marché de l'immobilier. On a regardé aussi, c'est vrai que tu n'en parlais pas, mais ça fait partie de notre étude de marché, bien sûr, le marché local, notamment les loyers qui sont pratiqués. Un bon indicateur, c'est d'avoir des prix d'achat qui sont assez abordables. Nous, en moyenne, on était entre 1 000 et 2 000 € au mètre carré. Et en parallèle, des loyers pratiqués qui sont plutôt élevés. Donc, une bonne rentabilité locative sur le secteur.
Voilà, je pourrais en citer vraiment beaucoup. On a aussi, par exemple, ça c'est un petit tips pour notre étude de marché, mais on passait par le site RDNA qui permet de savoir s'il y a un potentiel de location courte durée sur un secteur. Et parfois, en fait, avec ce site, on savait que même si le pourcentage est faible, tant qu'il est existant, c'est un bon indicateur sur la ville. Voilà, c'est ce genre de critères en fait qui nous a permis de cibler. Et moi, c'est ça qui m'a rassurée sur le premier investissement. On s'est dit, OK, on a une grande majorité de nos critères qui sont cochés, donc à un moment donné, il faut y aller, il faut tester le marché, quoi. Ok, excellent. Tu parlais de RDNA en termes de site internet. On peut peut-être demander du coup à Thomas Dardour ce qu'il pense. Quel est son comportement face à des logements immobiliers atypiques. Est-ce que tu as un avis sur la question, Thomas, ou comment améliorer la rentabilité des appartements dans lesquels on a investi? Tu parles en location courte durée ou en location longue durée? En location longue durée. En location longue durée, améliorer la rentabilité en location longue durée, écoute, c'est simple, il faut faire des travaux qui te permettent de valoriser ton bien, de façon à ce que... en fait, moi, je prends toujours le problème à l'envers. Je me dis, OK, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'on est sur une zone avec plus des étudiants, pour des petites surfaces, plutôt des familles? Déjà, il faut cibler quels seront tes locataires. Et derrière, il n'y a pas de secret, il faut revaloriser le bien, faire des travaux de façon à ce que quand ils sortent sur les plateformes de recherche, type Se Loger, tout ça, ils tapent dans l'œil et ça déclenche du clic. C'est un peu la même stratégie qu'en location courte durée finalement, sauf que c'est d'autant plus facile dans des petites villes, on en parlait tout à l'heure, parce que souvent le parc locatif il est assez, j'allais dire délabré, peut-être pas délabré, mais il est moyen. Et quand on arrive et qu'on fait des travaux et qu'on met au goût du jour ce type de logement, tout de suite on sort du lot par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui actuellement sur le marché. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, à vous écouter, tout se loue en village, en ville, pourvu qu'on ait réalisé des travaux, qu'on ait des beaux logements et qu'on sorte finalement on va dire, du lot avec des beaux logements. Et peut-être qu'on peut même améliorer la rentabilité en faisant de la colocation. Gabin, je crois que toi, tu es assez calé sur la colocation. Tu as commencé hier, je crois, c'est ça, hein? Non, la colocation, on en a fait plusieurs. Et c'est vrai que ça, c'est un moyen aussi de bien booster sa rentabilité. Des fois, ça nous dépanne aussi. On a certaines villes où on ne peut pas diviser parce qu'il faut qu'on crée aussi du stationnement et on peut être bloqué par rapport à ça. Qu'en colocation, donc du coup, ça peut nous sortir de certaines impasses. Après, il faut regarder aussi la clause de bourgeoisie, si c'est possible, dans certains immeubles, dans certaines copropriétés surtout. Alors ça, tu peux rappeler donc sur le règlement de copropriété, la clause de bourgeoisie, à quoi elle sert et si elle est indiquée ou non, ce que l'on peut faire donc dans le logement en fait, qui est dans l'immeuble. En fait, la clause de bourgeoisie, elle peut, entre guillemets, elle peut interdire la location courte durée, elle peut interdire de la colocation, elle peut interdire de la résidence secondaire, par exemple. Il faut qu'il y ait, il faut que ça soit vraiment des gens, des familles qui vivent ici en longueur de temps. C'est pour des résidences en général assez cossues aussi. Très important, si vous vous positionnez sur un bien immobilier, imaginez que vous achetiez un appartement dans un immeuble de rapport, vous pourrez demander avant de signer le règlement de copropriété qui vous permettra de l'éplucher. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez éventuellement le proposer à votre notaire qui vous accompagne dans la transaction et qui pourra vous aider sur ces différentes clauses. Sur la partie colocation, du coup, au niveau des travaux, la possibilité de pouvoir augmenter la rentrée locative grâce à ces travaux. Alors oui, sur la partie travaux, donc du coup, vous pouvez booster parce que donc vous auriez qu'une seule cuisine pour 2 chambres que vous allez finalement louer quasiment le prix, voire même des fois plus qu'un studio. Par contre, les charges vont être comprises. Ça, les colocataires, ils aiment bien ça, que tout soit bien compris dedans. Alors après, on va faire des aménagements un peu spéciaux. C'est que dans la cuisine, on va mettre des placards fermés à clé. Chacun un frigo aussi fermé à clé. Ça, au moins, chacun a sa partie. Et ça, c'est des choses où on se démarque des autres sur le marché. On va faire des chambres vraiment bien isolées. On va mettre des portes qui sont bien isolées aussi, bien épaisses. On essaye d'aménager des salles de bain aussi directement dans les chambres. Comme ça, au moins, chacun a sa salle de bain et on évite, on se démarque aussi, on sort du lot sur ce point de vue-là. Après, il faut rester donc une salle de bain, on va dire, pour 2,
3, ça commence déjà, on peut, mais ça commence à se compliquer. On commence à former des couples après, quoi. Voilà. Ok. Thomas, je t'ai parlé de la location longue durée. Il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient investir dans l'immobilier qui trouvent malheureusement des rendements trop faiblards. On entend du 4, 5, 6% et qui du coup vont se dire bon, je suis assez tenté par augmenter mon rendement et on m'a parlé de location courte durée. Pourtant, j'ai pas envie de me créer un deuxième job. Quels sont toi tes arguments qui pourraient expliquer à une personne qui va rentrer sur un projet où elle va faire de la location courte durée, qu'elle va pas être esclave du bien immobilier, mais qu'elle va bel et bien le maîtriser et avoir tout autant de temps pour continuer à vivre? Quels sont toi les arguments que tu pourrais donner sur le fait que la location courte durée, quand elle est maîtrisée, permet de pouvoir continuer et de faire en sorte d'avoir plus de cash flow? Alors, à cette personne, je vais lui répondre tout simplement qu'elle a 2 options. La première, c'est de déléguer à une conciergerie. Là, pour le coup, elle va pouvoir augmenter sa rentabilité et ne rien gérer. Encore faut-il que la conciergerie soit professionnelle et qu'elle soit équipée des bons outils pour pouvoir piloter cette activité. Le revers de la médaille, c'est qu'on va y laisser 20, 25, parfois 30% de son chiffre d'affaires pour la délégation à une conciergerie. La deuxième option, finalement, c'est l'automatisation. C'est de se dire, OK, je ne suis pas prêt à perdre ces 25%, du coup, je vais moi-même automatiser un certain nombre de choses tout en gardant la gestion locative, ce qui va me permettre de préserver mon cash flow et sans jamais en fait y passer énormément de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rien faire non plus. On va pouvoir automatiser énormément de choses, mais ça reste une activité commerciale. La location courte durée, on n'est plus dans l'immobilier, on est dans de la vente de nuitées. C'est un business à part entière, ça il faut l'accepter. Aujourd'hui, nous on a fait notre expertise de l'automatisation, donc on arrive à piloter nos logements qui sont en France depuis l'île Maurice sans conciergerie, mais on accepte des fois de devoir répondre à des voyageurs, traiter certaines situations. C'est ce qui nous permet aussi de justifier de conserver notre cash et notre cash flow et de pas le déléguer à une conciergerie. Donc plus d'implication, un petit peu moins de confort, mais d'un bien en rentabilité à 8%, on peut imaginer tirer combien de rendement sur ce bien? Alors là, après, ça dépend des différentes stratégies que tu mets en place dans la location courte durée, mais tu vas très facilement courte durée. Pas dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi en location courte durée, attention, parce que sinon, dans ce cas-là, tout est rentable en location courte durée. Mais c'est un booster de rentabilité. Et effectivement, aujourd'hui, il existe des stratégies qui permettent de préserver son temps tout en ayant ce privilège de booster la rentabilité de son bien grâce à la location courte durée. Ok, c'est très clair. Alors, pour des personnes qui pourraient hésiter ou qui auraient des logements qui souhaitent mettre en location courte durée et qui se disent est-ce que je vais louer toute l'année, sachez qu'on peut aussi faire machine arrière ou on peut mixer. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la location courte durée sur la période qui est en période haute. On peut imaginer par exemple du 1er avril au 30 septembre et passer sur une moyenne durée où là, vous allez proposer un bail qui va vous permettre du 1er octobre jusqu'au 31 mars de pouvoir louer au mois en mettant... Pourquoi pas cette double stratégie? Vous allez avoir du coup le beurre et l'argent du beurre. Ça demande toujours un peu d'implication. Julien et Émilie, de toute façon, à quel moment vous conseillez de faire de l'achat patrimonial ou de l'achat à fort cash flow? Quelle est la part des deux quand vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que vous l'envoyez plutôt sur l'un ou l'autre? Quelle est la diversification qu'il faut mettre en place? On va d'abord le questionner et comprendre ses objectifs, parce que nous, on aime bien passer en mode, parce qu'on vient de l'engineering, donc on passe en ce qu'on a fait du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'objectif de la personne, si c'est remplacer son salaire. Il va aller dans certaines villes, comme on a discuté, il va mettre en place éventuellement certaines stratégies, comme la courte durée, mais une autre personne qui est à l'aise dans ses activités professionnelles, qui n'a pas envie de remplacer son salaire, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde veut devenir rentier en 2 ans, lui, il va peut-être aller dans des villes plus patrimoniales, prendre des stratégies plus passives. Donc, en réalité, il n'y a pas une bonne méthode. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier. Il faut comprendre l'objectif de la personne et aligner la bonne stratégie qui va mettre en place le résultat que la personne attend réellement. En fait, c'est un peu une erreur qui est faite par beaucoup de gens. C'est-à-dire que certains veulent juste le cash flow. Il faut se poser la question peut-être un petit peu plus loin et commencer par ses objectifs à soi. Là, on est tous investisseurs. Aucun d'entre nous n'a les mêmes objectifs et je pense qu'aucun d'entre nous n'a suivi la même stratégie au démarrage. Et c'est important que chacun se pose la vraie question plutôt de se dire juste je veux faire du cash flow, parce que
mauvais... moi, je dis toujours info floue, bordel au carré. Si vous n'avez pas, en fait, au clair vos objectifs de base, vous allez faire de mauvais investissements. Pas par choix, mais parce que ça ne servira pas vos objectifs. Donc, une des erreurs à éviter, si vous nous écoutez aujourd'hui, vraiment, essayez de ne pas le faire. Partez de vos objectifs, de ce que vous voulez faire avec cet argent, de ce que vous voulez faire avec cet immobilier, ce patrimoine. Si vous voulez le transmettre, s'il y a des conditions avec des enfants, des conditions fiscales, etc. Et à partir de là, cherchez le bien. À partir de là, définissez dans quelle ville vous allez aller, faites votre étude de marché et prenez la connaissance toujours alignée avec vos objectifs. Ok, c'est très clair. Donc la base de tout est de se retrouver avec vous-même. D'ailleurs, j'ai bien aimé, Yann et Marie, sur le fait que je trouve que vous avez un comportement qui est complètement différent, vous deux, très complémentaires, mais je sens vraiment un fonceur en qualité de Yann. Est-ce que vous pouvez nous parler juste 2-3 minutes de cette complémentarité que vous avez? Parce que je sens vraiment quelque chose où ça propose du bien, ça réfléchit, ça met en... On est vraiment à l'opposé, mais total. C'est-à-dire que, mais c'est vraiment, on est complémentaires et c'est pour ça que c'est quand même une force d'investir à deux. C'est pas une obligation, mais le fait d'être à deux, on va pouvoir se répartir les tâches, diluer le risque, augmenter sa capacité d'emprunt plutôt que si on le faisait chacun de son côté. Mais vraiment, ouais, c'est une sacrée force. Et c'était quoi la question? Je me rappelle même plus. C'était sur notre complémentarité. Ouais. Ok. Bah voilà, la preuve. Là, j'étais dans le besoin. Il a réussi à me sauver. Donc voilà, non, c'est vraiment la complémentarité qui est super importante, quoi. Ouais. Oui, pour nous, ça a été un atout vraiment. On a les qualités des défauts de l'autre. C'est vrai que Yann est plus fonceur. Moi, je suis plus mesurée dans ma prise de risque. Et ça a été vraiment un atout pour nous d'investir. Oui, parce qu'on se serait cramé à certains moments. Où, parfois, il ne faut pas non plus trop foncer. Parfois, il faut un peu se poser aussi. Donc, c'est pour ça que le fait d'être à deux, ça reste quand même une sacrée force. Ouais. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est un atout. Effectivement. Et s'associer avec une personne qui a justement des différences et qui apporte quelque chose de nouveau sur le projet, c'est hyper intéressant. Très clair. J'aimerais qu'on fasse un petit sondage dans les personnes qui nous regardent actuellement. Vous, de votre côté, si vous deviez investir, si vous aviez envie d'investir, quelle sorte de biens aimeriez-vous? Si vous pouvez nous répondre, est-ce que ce serait plutôt des immeubles de rapport? Est-ce que ce serait plutôt un appartement diffus, seul? Est-ce que ce serait plutôt une maison ou un bien atypique? On pourrait leur demander, répondez-nous, s'il vous plaît, dites-nous sur quel billet vous serez tenté d'investir. Et si on parle de tous ces biens, c'est que forcément il y a des travaux. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Gabin, aux gens qui ont peur des travaux? Parce que c'est vrai, tout à l'heure, Emilie, elle en parlait, un artisan qui pète entre les pattes. 1, le chantier est arrêté. 2, on y est de notre poche. 3, il faut trouver un nouvel artisan qui va reprendre le chantier. Donc il faut éviter d'arriver à cette étape-là. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, sur les travaux aux personnes qui nous regardent? Bah moi, je pourrais conseiller justement de nous prendre parce que vous n'aurez pas ces problèmes-là. Du coup, vous n'auriez qu'un seul interlocuteur. Nous, si jamais on a nos propres artisans, donc même si un jour il peut y avoir le moindre truc, on rebondit tout de suite, on réagit tout de suite. Et après les travaux, si c'est bien mené, si tout est encadré, nous on a des process, on a des cahiers des charges, tout est bien ficelé, on améliore toujours nos process. Et je dis que des travaux, si c'est bien préparé, en général, tous les soucis sont déjà écartés dès le début. Oui, tu as complètement raison. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, de votre côté, vous allez pouvoir, si vous choisissez des entrepreneurs, déjà prendre des garde-fous. Vous demandez les assurances, qu'elles soient à jour. Donc, décennale, responsabilité civile s'il y a un accident sur le chantier. Vous pouvez demander également, effectivement, les quittances d'URSSAF, savoir s'ils sont à jour de paiement des cotisations, quelle assurance, appeler l'assurance. Vous pouvez regarder s'ils ont des références également, les commentaires qu'ils peuvent avoir. C'est très important parce que souvent, les plus disponibles ne sont pas forcément les meilleurs. Thomas, toi de ton côté, tu nous disais tout à l'heure qu'il était important pour faire du cash, pour réussir une opération, de faire des travaux. Ma question, elle est double. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier sans faire de travaux ? Et avec seulement un échange de RIB chez le notaire, tu as gagné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ou pour toi c'est full travaux, il faut absolument passer par cette case? Écoute Laurent, le tout premier logement qu'on a acheté, c'était un petit appartement, un studio, il n'y avait pas de travaux. Il me rapporte encore beaucoup d'argent parce que j'exploite en location courte durée. Mais quand j'ai compris, en fait c'était mon tout premier, quand j'ai compris après, j'ai toujours fait énormément de travaux dans tous mes biens pour les revaloriser et surtout les modeler comme je l'avais imaginé parce que je savais comment j'allais les exploiter derrière, c'est-à-dire en location courte durée. Donc oui, franchement, passer à côté des travaux, ce serait dommage, c'est apporter quand même énormément de valeur à l'immobilier. Ouais.
Tiens, à côté de ça, tu l'exploites. Combien de temps tu l'exploites sans refaire de travaux? Et quand tu fais des travaux, est-ce que tu refais tout ou est-ce que c'est juste des brides de travaux qui te permettent de pouvoir le maintenir dans le temps? Non, parce qu'à la base, on a quasiment tout fait. À chaque fois, on a pris des biens qui étaient vraiment explosés et on a tout refait de A à Z. Donc quand j'ai des travaux aujourd'hui, c'est des petites bricoles à gauche, à droite. L'avantage aussi, ce qu'il faut le dire, c'est qu'en location courte durée, les biens sont très bien entretenus, contrairement à ce que les gens pensent, parce que il y a des garanties, on prend des cautions, des dépôts de garantie aux voyageurs avant qu'ils arrivent. Du coup, les dégâts sont limités. Derrière, ils sont extrêmement bien entretenus puisqu'on a des personnels de ménage qui passent très régulièrement, qui les entretiennent et puis qui nous signalent quand il y a des petites casses, des petits trucs qui sont abîmés pour les réparer. Donc, au final, les biens que j'ai aujourd'hui, j'ai fait des travaux il y a des années et ils sont encore en très 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 bon état. C'est un des avantages de la location courte durée. Excellent. Yann, Marine, des personnes investissent dans les immeubles de rapport, commencent à capitaliser, donc ils commencent à rembourser. À quel moment vous leur conseillez de revendre? C'est la première question. La deuxième question, excuse-moi Yann, c'est est-ce qu'il est obligatoire de revendre pour continuer à investir ou est-ce que je peux continuer à investir sans être obligé de ce qu'on appelle arbitrer, c'est-à-dire vendre mon parc immobilier en partie? C'est un pas en arrière pour parfois faire 2 pas en avant. Nous, on ne voulait pas vendre sur le premier immeuble que j'ai pris en exemple. Mais quand tu t'aperçois qu'en même pas, en un claquement de doigts, tu arrives à toucher 5 ans, 8 ans, 10 ans de loyer, ça serait bête de ne pas le faire. Donc en fait, nous, ça n'a pas été notre stratégie parce que l'achat-revente, c'est bien, tu fais du gros argent d'un coup, mais mine de rien, tu te crées un deuxième job. Nous, notre but, c'était d'avoir des revenus passifs, pas échanger notre temps contre de l'argent. Donc forcément, le fait de faire de l'achat-revente, c'est cool, mais mine de rien, c'est une histoire de stratégie. Nous, on n'a pas voulu finalement. Pourquoi on l'a vendu? On l'a vendu parce que c'était un hasard. On a fait à un moment donné une visite avec un agent immobilier. D'ailleurs, c'était une astuce. À la base, on voulait même pas le vendre. Ce bien-là, c'était juste pour lui montrer. On a de l'immeuble, on a de l'immobilier. Je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans. Si Audrey veut participer, c'est avec grand plaisir. Mais Yann disait des trucs intéressants. Je sais pas si Yann, vas-y, continue. Audrey va. En train de dire que du coup, un agent immobilier, on voulait même pas lui vendre le bien, c'était juste pour lui montrer, etc., qu'on avait des immeubles. Et par tout hasard, parce que indirectement, c'était pour se créer un réseau off-market, etc., et pour lui dire, tiens, si tu nous fais vendre, parce qu'on était allé visiter un autre immeuble en question pour l'acheter, et on lui dit, si tu nous vends ton immeuble avec un prix attractif, etc., nous, on pourra te vendre le nôtre, on est en train de le vendre. On voulait pas le vendre. Finalement, lui a quand même vendu, parce que finalement, on savait pas qu'on aurait pu avoir une plus-value aussi énorme. Je sais plus c'était quoi la question, mais je divague à chaque fois. Mais c'est très bien, c'était très bien. Ok, donc et encore une fois, vous voyez en fait ce qui est important et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Yann et Marine ont dû prendre une décision parce qu'auparavant ils ont fait quelque chose. On connaît beaucoup de personnes et c'est vrai qu'avec ma femme, on a la chance d'accompagner des personnes. On a même maintenant la chance de choisir les gens qu'on accompagne. Donc c'est vraiment un luxe. Et de certaines personnes que l'on souhaite donner suite favorable à l'accompagnement, on se rend compte que certains ont des tableaux Excel qui sont encore meilleurs que les nôtres, d'accord, avec des cases à n'en plus finir, avec des couleurs incroyables, mais à l'intérieur, ce sont que des cases avec des zéros. Et 0 plus 0 ou 0 fois 0, ça a toujours fait 0. En fait, quand vous n'avez pas d'histoire, quand vous n'avez rien fait, quand il ne se passe rien ou quand ça n'avance pas, vous pouvez avoir les meilleurs supports, il ne se passera rien du tout. Et là, l'arbitrage a pu être possible alors que vous ne le souhaitiez pas, parce qu'auparavant, vous avez fait quelque chose. Donc en fait, c'est juste l'idée de faire quelque chose. Soit vous allez gagner de l'argent tout de suite parce que vous y êtes bien pris, soit vous allez être en opération flat, ou vous allez perdre un petit peu d'argent, vous serez en effort d'épargne. Mais avec le temps, l'immobilier vous donnera toujours raison. Et là, je crois que je ne trahis pas de secret sur le fait que si on achète aujourd'hui de l'immobilier, même si on l'achète 10% plus cher que le prix du marché, dans 20 ans, il a pris une plus-value. D'accord avec moi, Julien ? Absolument. Et entre-temps, on a pris du différé, du déficit, du capital qui se rembourse et la plus-value à la sortie. Le différé de prêt, c'est le fait de pouvoir rembourser son prêt au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il peut être partiel ou total. C'est quelque chose que vous conseillez ou c'est quelque chose que vous ne conseillez pas ? Oui, absolument. C'est même très important dans la mesure où on va faire des travaux. On a compris que les travaux sont au cœur des stratégies à haute rentabilité. Donc le différé sera la sécurité de vous constituer une protection, une épargne de sécurité et de ne pas devoir rajouter de l'argent pendant cette phase de travaux. Émilie, immeuble de rapport avec local au rez-de-chaussée, c'est quelque chose sur lequel tu emmènes du monde ou pas ?
Oui, alors on a certains investisseurs ou certains clients sur lesquels effectivement on va proposer des locaux commerciaux qui vont être au rez-de-chaussée. Plusieurs avantages, du coup des locataires sur des baux qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc, il vous assure quand même des rentrées d'argent relativement stables dans le temps. Et c'est une des façons aussi de diversifier, mine de rien, ces investissements, parce que vous pouvez toujours revendre votre immeuble, conserver les murs du local commercial et donc continuer à le louer. Et c'est aussi une façon de faire de la plus-value sur de la revente d'immeubles. C'est aussi, par rapport à ce que disaient tout à l'heure Yann et Marine, un très bon indicateur quand on recherche une ville. Si tous les locaux commerciaux sont occupés, bon, vous pouvez vous dire que globalement, il y a de l'activité économique dans la ville et donc du besoin de logement. Donc c'est aussi un très bon indicateur pour bien choisir sa ville. Thomas, on me dit dans l'oreillette que tu as investi dans un immeuble avec un local au rez-de-chaussée. Le local n'est pas loué, je crois. C'est pas plutôt dans l'oreillette, mais une fois où on a fait un petit footing ensemble, est-ce que le local est toujours pas loué ou pas? Parce que ça peut être intéressant. On dit que ça marche bien avec des locaux. Est-ce que tu as une expérience où le local se loue pas ou tu ne trouves pas ou tu n'as pas envie de le louer? Écoute, il est toujours pas loué, mais t'as vu comment je t'écoute? T'as vu un peu ou pas comment j'écoute? C'est fou, hein. Je suis assez surpris, Non, mais en vrai, on est sur le point de le relouer là. On a trouvé quelqu'un, donc le timing est parfait pour ta question. Ceci étant dit, effectivement, moi dans mon cas, j'ai acheté un immeuble avec un local commercial dans une ville où l'activité commerciale est en déclin, et clairement le local commercial est resté inhabité, enfin inoccupé pendant longtemps. On a pu le louer à un moment, ça s'est mal passé, on a mis du temps à récupérer les clés, et voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la location courte durée qu'on fait dans cet immeuble a permis de préserver le cash flow de cet investissement. Donc c'était une bonne stratégie aussi. On a de tout en fait dans cet immeuble. On a la courte durée, la longue durée, du nu, du meublé et du local commercial. Le fait de ne pas avoir ce local loué nous prive d'une certaine part de revenus, mais ne met pas en danger l'investissement lui-même parce qu'on a su diversifier le mode d'activité à l'intérieur. Très clair. Alors, l'avantage d'avoir un local au rez-de-chaussée, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir refacturer une partie du foncier. Ce qui est compliqué pour un propriétaire, ce sont les charges. C'est-à-dire que les charges, on les maîtrise plus ou moins. C'est-à-dire qu'on maîtrise le crédit qu'on va payer chaque mois. On maîtrise les loyers que l'on va rentrer chaque mois. Mais la taxe foncière, elle peut augmenter. Nous, sur nos investissements, en l'espace de 15 ans, on a fait x2 sur nos taxes foncières. Donc un immeuble où on avait 4 000 de taxes, aujourd'hui on a 8 000 de taxes foncières, pour donner un exemple. L'avantage d'avoir un local en bas, c'est qu'on va pouvoir, prorata ou non, du nombre de mètres carrés qui sont occupés par le locataire, refacturer cette taxe foncière. Alors vous pouvez avoir un local qui fait 50 mètres carrés et 3 appartements et facturer 100% de la taxe foncière au locataire qui est au rez-de-chaussée, hein. Il faut juste que dans le bail, ce soit stipulé. Nous, ce qui nous a servi dans les locaux, c'est qu'à chaque fois que les locaux se sont libérés, on a pu y mettre une activité professionnelle, soit une agence immobilière, une laverie automatique, une agence de consulting. Yann et Marine, de votre côté, vous feriez quoi d'un local? Peut-être un logement atypique ou un logement tout court ou une activité? Qu'est-ce que vous metteriez sur un local qui est vacant au rez-de-chaussée? Nous, on est dans le cas, on a acheté un immeuble avec 7 ou 8 lots, je crois que c'est 7 lots, et on avait justement un grand local qu'on a transformé en logement atypique. Mais pour moi, il ne faut plus faire juste la love room avec les néons rouges, etc. Il faut vraiment faire vivre une expérience, parce que le but, c'est quand même que dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse encore pouvoir le louer. Nous, on a fait ça sur le thème, par exemple, de la forêt. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas, il y a beaucoup de jungle room, beaucoup de love room. Mais pour moi, c'est ça. Il faut vraiment faire vivre une expérience, pousser le projet à fond. Et si tu peux toucher 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de loyer, autant le faire. Par contre, nous, on est quand même en sécurité parce qu'on est quand même rentable en location classique à l'année. Et c'est uniquement du bonus où on va faire du Airbnb atypique, où on va faire de la colocation. Mais voilà, on est diversifié par rapport à ça. Mais transformer un local en logement atypique, c'est une très très bonne idée. En plus, c'est souvent atypique. Et par exemple, nous, on avait des courbes voûtées. On a vraiment fait un truc sympa. Là, on va bientôt le mettre en location. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur la page Investir pour grandir. Mais franchement, je pense que ça va cracher sec. Mais on regrette pas du tout de l'avoir fait, quoi. Mais bonne stratégie location courte durée atypique quand on fait vivre une expérience. Par exemple, aujourd'hui, on est juste à côté d'un château. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi intemporel. On vit, on n'avait jamais fait ça, on a aimé faire ça. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ça marchera encore. Donc, et faire attention aussi à la réversibilité. Nous, on a 7 lots. C'est 2 lots, à un moment donné, pour X raisons, nouvelle loi, restriction, ce qui vient d'arriver là, avec le Airbnb. Il faut quand même aussi se dire, attention, il faut quand même
se diversifier, et c'est pour ça que sur les 7 lots, on n'a pas fait que du Airbnb. On a fait un peu de location classique à l'année, location nue, location meublée, mais voilà, se diversifier, c'est la clé. Ok, très clair. Juste une petite minute avant de prendre 2 questions. Gabin, si on doit chiffrer des travaux pour du spécifique dans un local, est-ce qu'on est sensiblement sur les mêmes prix que pour du logement standard ou pas du tout? Quand on veut faire de la typique? Oui. Non, quand on veut faire de la typique, bien sûr, comme on va aller vraiment pousser la décoration plus loin, on va vraiment, comme on dit, aller chercher l'expérience. Là, par contre, on a quand même un petit peu plus, surtout dans le forfait décoration. Là, on va être un peu au-dessus. Ok, très clair. Est-ce qu'on a donc une question ou deux? On va prendre une question des personnes qui nous regardent. On vous écoute pour y répondre. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans et j'aimerais bien savoir, quand on veut construire un patrimoine durable, est-ce qu'il faut forcément le faire seul? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en couple? Est-ce qu'il faut faire les deux? Voilà, merci. Alors, merci. Bonjour, je m'appelle Audrey. On a compris, Audrey. Merci beaucoup pour la question. Qui veut y répondre? Peut-être Julien et Émilie, comme vous êtes en couple, vous voulez y répondre? Ouais, en fait, ce que disaient Yann et Marine tout à l'heure, c'est pas obligatoire d'investir en couple, c'est juste plus facile parce que vous allez avoir des relais, vous allez pouvoir vous partager les postes d'activité, donc c'est plus confortable et c'est toujours mieux parce que dans l'idée, vous créez quelque chose aussi à long terme pour deux, pour la famille. Donc voilà, nous on est plutôt pro activité en couple. Oui, tout à fait. Ce sera beaucoup plus facile. Maintenant, pas la peine d'attendre d'être en couple pour se lancer. Il n'y a pas de situation idéale. Le tout est d'aller capitaliser, créer de la plus-value, et on pourra toujours arbitrer, revendre, s'associer ensuite. Donc, il n'y a pas de situation idéale. Mais le plus tôt on se lance, le mieux c'est. Oui, je suis d'accord avec Julien, c'est top. Le fait que vous n'ayez pas un partenaire ne vous freine pas du tout. Le fait que vous soyez avec quelqu'un ne doit pas vous freiner. Si le discours n'est pas clair, le comportement sera difficile. Donc c'est vrai que si vous avez du mal peut-être avec votre partenaire, il faut que vous usiez de discours, d'arguments pour y réussir. On a peut-être une deuxième question, on écoute une deuxième question pour y répondre tout de suite. Bonjour, moi c'est Bruno, j'ai 35 ans, je suis en couple avec un enfant et aujourd'hui je voudrais savoir comment vous arrivez à créer tout simplement un empire immobilier comme vous avez pu le faire. Est-ce que c'est plutôt appartement par appartement? Est-ce que c'est plutôt sur des immeubles de rapport? Est-ce que vous le faites proche de chez vous dans votre secteur ou plutôt loin en fonction justement du prix de l'immobilier et justement de tout ce qui va avec? Merci d'avance. Alors, j'ai eu très peur sur je suis en couple avec un enfant, mais je pense qu'il est en couple et il a un enfant. Je pense que c'était ça la vraie question. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Peut-être on va demander à Thomas. Thomas qui est en couple avec Audrey, qui investit ensemble, donc qui pourrait peut-être répondre à cette question, à cette multiple question, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, je pense que en fait, la réponse, elle est très simple et c'est pas celle qu'on a envie d'entendre. Malheureusement, c'est la vérité. C'est de mettre un pas devant l'autre, tout simplement. Voilà, on achète d'abord un petit appartement, on se fait la main, ensuite on passe sur des stratégies un peu plus grosses. Mais la réponse à cette question, c'est d'avancer. Et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. On sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 5 ans et on surestime ce qu'on peut faire en 1 an. Et en fait, ça va très vite. Ça va très vite. Il faut s'en donner les moyens. C'est clair que c'est pas fait pour ceux qui sont flemmards. Il faut avancer. Et voilà, il y a pas de recette magique en fait. Faut arrêter de penser qu'on peut devenir entier comme ça sans rien faire. Au contraire, faut vraiment se bouger et avancer. Et du coup, il y avait une question sur le fait d'investir à côté de chez soi. Toi qui es expatrié aujourd'hui, le fait d'avoir un parc qui est assez loin, ça se gère facilement? Écoute, oui, mais encore une fois, c'est au détriment de certaines choses. Il faut accepter de perdre un petit peu de rentabilité à cause de la distance. Je te donne un exemple. Bon, même quand on était en France, on a déjà investi à plus de 2 heures de route de chez nous, ok ? Quand j'ai un locataire qui m'appelle parce que sa chasse d'eau elle marche pas, tu comprends bien que je vais pas faire 2 heures de route pour aller changer une chasse d'eau.
Est-ce que je sais changer une chasse d'eau? Oui. Est-ce que je vais aller jusque là-bas pour le faire? Non. Et je vais appeler un plombier comme tout le monde et je vais lui demander d'intervenir pour changer la chasse d'eau. Et ça va me coûter un petit peu d'argent. Donc, investir loin de chez soi, c'est possible sans aucun problème, mais il faut accepter d'y laisser un petit peu de rentabilité pour cette distance. Très bien. Merci beaucoup Thomas, merci Yann, Marine, Gabin, Émilie, Julien. J'ai même pas fait de faute sur les prénoms, c'est incroyable. Merci beaucoup. En tout cas, c'était pour la session intervention numéro 1. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à nous laisser des petits messages vocaux, des petits messages écrits, répondre au sondage. Et quant à nous, on se retrouve dans 5 minutes pour une nouvelle intervention. Publicité.